Aujourd'hui, on a fait la gym et la lumière est toujours aussi dégueulasse. On verra un jour si on améliore des choses. Enfin, en tout cas, moi, cette semaine, c'est plus que chargé. Et surtout, je me pose des questions, on va dire, un peu compliquées. J'ai écrit un texte, on va en parler. Alors, globalement, le texte, voilà, là, il est sorti là. Il m'aide à y voir plus clair dans quelque chose dont je sais déjà que c'est un processus qui est en cours. Et que je pense que c'est un sujet que je vais vraiment plus explorer dans les prochaines semaines, mois, et probablement plus écrire dessus à un moment. Mais c'est un sujet que j'ai encore du mal à délimiter, qui est clairement en suite du Feminist Gaze, et en tout cas, bon, mais Sylvain Bourmeau d'AOC m'a contacté déjà fin novembre, hein, c'est une affaire qui traîne, pour me proposer d'écrire quelque chose pour AOC. AOC, c'est un site en ligne, exclusivement en ligne, on appelle ça un pure player, mais c'est un mot que pas grand monde utilise en fait. Donc on s'est jamais rencontrés. Voilà, on s'est jamais rencontrés, on s'est même jamais eu au téléphone, même si on a échangé nos numéros comme ça, mais par mail en tout cas. Voilà, il m'a fait l'honneur, le plaisir. Et voilà, de me proposer d'écrire pour AOC. Et c'est une affaire qui a longuement traîné, notamment parce que moi, fin novembre, je savais qu'arrivait la candidature CNRS, qui en plus s'est décalée parce que tout le calendrier CNRS s'est décalé cette année. C'est-à-dire que là, normalement, il y a un an, c'était les auditions. Et maintenant, on se retrouve à avoir les résultats. Donc je repars en audition, voilà. Mais ça, c'est un détail dans tout ça. C'est un détail qui me soulage beaucoup. Parce que j'ai quand même bien flippé là. Mais on a peur tous les ans et j'avais fait un dossier FNS au niveau de la Suisse et ben lui je ne serais pas auditionnée. Voilà. On se rappelle dans l'ESR, l'échec c'est la norme au niveau des postes. Il y a tellement peu de postes que en fait au niveau des chiffres, ce qui est standard hein, au niveau des statistiques, des probabilités, c'est d'échouer. Et même les gens qui réussissent échouent. Voilà. Parce qu'on va réussir quelque part et on échoue ailleurs. Donc ça, on va le garder en tête, je le garde moi-même en tête. Et tant qu'on y est, avant d'aborder les sujets vraiment difficiles, mais c'est déjà un sujet difficile en fait, moi je conseille aux gens, parfois, j'essaie moi-même de m'appliquer à moi-même l'idée que je suis une petite huître qui fait son petit projet en dedans, c'est sa petite perle. La petite huître, pour moi, c'est mon projet CNRS, dont j'ai déjà parlé ici, qui est déjà un projet FNRS pour la Belgique, et sur lequel je bosse, et dans lequel maintenant le livre des femmes et du style, qui est là, mais c'est hors cadre, est déjà intégré à ce projet. Je ne savais pas trop, en fait, il était annoncé dans mes projets, mais il s'est trouvé être encore plus dans mon projet, dans ma dernière candidature CNRS. Enfin, je continue à penser les choses et à penser encore comment je vais les faire, et je les fais un peu. C'est un peu le paradoxe des candidatures, c'est qu'on est quand même encore toujours en train de bosser de manière, j'allais dire stratégique, c'est un vilain mot, mais en réflexion pour la prochaine candidature. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort pour la productivité, mais qui est aussi absolument épuisant et éreintant. Je crois que ça se voit à mon grain de peau, pas sublime, quoi. Il n'y a pas que la lumière. En tout cas, moi, je suis vraiment là sur les rotules. Je sais même pas ce que j'ai fait cette semaine pour être aussi flinguée. Ah non, mais si, voilà, j'ai eu plein de choses, vie perso, vie pas perso, etc. Ouais, les 2 dernières semaines ont vraiment été rudes. Et donc moi, voilà, je suis une petite huître qui cherche à s'arrimer, qui en attendant est nourrie de la mer extérieure, qui fait sa petite perle en dedans, qui continue à faire sa petite perle en dedans, et on se rappellera que les perles naissent, donc pour les huîtres perlières, évidemment, elles ne le sont pas toutes, mais on va essayer d'être une huître perlière, et ça va naître souvent d'un défaut hein, qui apparaît, et donc ça, voilà, en fait, c'est un peu comme un gros bouton huître autour d'un défaut, et c'est aussi pour ça qu'elles sont souvent irrégulières. Ça marche assez bien, mais ça, c'est pas l'image que j'emploie pour parler aux copains. Mais aussi de se dire, oui, ben en fait, voilà, c'est un peu un traumatisme et quelque chose qui est inséré de force. Et autour de quoi l'huître fait son petit projet. Donc c'est un peu horrible comme image, mais voilà. Regardez, il y a la mer autour, on attend de s'arrimer, et en attendant, on fait son projet. Voilà, c'est vraiment comme ça que je conseillerais de voir les périodes de candidature, que ce soit pour l'enseignement supérieur et la recherche ou autre chose. Là, ce sont des conseils que j'ai donnés il y a quelques jours à un ami comédien et postulant pour les écoles de théâtre. Ce sont des concours extrêmement difficiles. Et pareil, comme
quand le nombre de postes, enfin quand ce qu'on appelle le taux de pression est si absurde, la sélection elle-même en fait est absurde. Et elle ne se fait plus au niveau de qui est bon, qui est pas bon. Et en plus, eh bien, il y a des moments où on est meilleur que d'autres. Et ça, c'est pas forcément votre faute à vous, et ça dépend de plein d'autres choses. J'aime d'autant plus l'image de la petite huître que la petite huître, enfin l'huître, est chez Renan un des symboles de Dieu. Mais ça, c'est juste pour le petit lol. Donc, depuis novembre jusqu'au moment où je me suis vraiment mise à rédiger ce papier, qui a été publié mardi dernier, je crois, sur AOC, je vais mettre évidemment un lien. Et je suis très contente d'ailleurs parce qu'il a été placé dans la rubrique analyse. Et ça, c'était vraiment chouette pour moi. Voilà, donc je m'étais demandé un peu, enfin je m'étais dit, bon là, il y a peut-être quelque chose à faire, ça peut être intéressant de faire un papier pour AOC, c'est quand même... Alors AOC, moi je n'y suis pas abonnée, mais on peut lire régulièrement des articles gratuits, en s'abonnant, etc. Enfin je vois la newsletter, enfin j'ai la sensation de me tenir au courant déjà avec la newsletter, qui permet d'accéder à peu d'articles, mais quelques articles, je ne sais plus le nombre exact, gratuits par mois. Et en plus, il y a plein de moments où il y a des ouvertures, des choses comme ça. Donc voilà, voilà, j'avais rien contre AOC en soi. Et à ce moment-là, donc moi voilà, j'ai fait ça. Enfin voilà, je me suis dit, il y a quelque chose que je peux réfléchir. Et à un moment, je me suis dit, mais voilà, enfin, je sentais voilà, déjà que j'étais en train de réfléchir sur le gaze au-delà du feminist gaze. Et que j'ai proposé dans l'essai, sur lequel je réfléchis encore, qui va être peaufiné et affiné au fur et à mesure. Mais j'avais envie de prolonger un peu cette réflexion, cette démarche, enfin voir un peu ce que tout pouvait donner, quoi. Et voilà, il y avait ça d'un côté, voilà, que peuvent donner les choses, et de l'autre, eh bien, on approchait bien sûr de l'anniversaire de la mort de mon amie Julie, et encore avant, et ça c'était plutôt la semaine dernière, et ça s'est fait autour enfin c'était le 20 mars, et je l'ai su le 21, de la mort de ma collègue quand je travaillait encore à Marne-la-Vallée, enfin qui s'appelle maintenant Gustave Eiffel, Cécile Poisson, qui a été assassinée par son ex-mari de façon absolument odieuse et abominable et extrêmement choquante. Et voilà, on s'est approché de cette date, et voilà, évidemment que je l'avais en tête, ça a été un choc énorme que la mort de ma collègue. Alors même si moi je ne l'avais pas vue depuis 2 ans et que je ne travaille plus à Marne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un deuil là de quelqu'un de quotidien, puisque ça a été quelqu'un de quotidien mais qui ne l'était plus. Mais ça a été aussi un choc très très fort. Parce que c'est extrêmement choquant. Je vais juste le dire comme ça sobrement et pas trop aller vers là. Il y a eu aussi peu de temps après, alors que cet anniversaire approchait, on l'a su vers le 17 février, je crois, d'abord par un article de Mediapart et ensuite par un article de Zone Critique de la même personne. Je vais mettre l'article de Zone Critique en description. La condamnation sans appel, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait appel de Molpois pour violence conjugale. Et dans un article qui a repris le titre dans des recueils de Molpois que moi je connaissais plus par le versant théorique que poétique, et puis, voilà. Mais avec lequel j'ai beaucoup d'amis ou de connaissances en commun. Enfin, moi, on est en vrai dans des cercles proches, mais je sais pas si c'est la proximité qui compte. En tout cas, elle touche, ça c'est certain. Donc cette affaire de violence conjugale, et donc il reprenait le titre d'un recueil, Une histoire de bleu, en rajoutant entre parenthèses un S qui ramène évidemment à l'hématome, et qui fait un peu, comment dire, qui va concrétiser la couleur et un peu le lyrisme, le bleu, c'est la fleur bleue de Novalis, des choses comme ça. Donc voilà, Molpois c'est aussi au niveau universitaire quelqu'un qui est spécialiste du lyrisme. J'ai déjà pu travailler sur des citations de lui, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais eu en cours, je n'ai aucun avis là-dessus. Ce sont des moments qui ont été très choquants. Et qui ont été très choquants pour beaucoup de gens, de façon très différente, et qui amènent à poser cette question de savoir comment ça se fait finalement qu'on puisse être un grand poète ou un normalien, comme l'était l'ex-mari de Cécile,
Alors lui pas en lettres, en économie, mais comment on peut être un intellectuel et quand même être violent? C'est une question qui est un peu naïve, et en même temps que je peux pas m'empêcher de me poser, parce qu'on est quand même dans un bain qui finalement va globalement anesthésier, voire glorifier et esthétiser les violences, dans une part assez importante de notre littérature, et notamment par toute la valorisation de la transgression ramenée à de la liberté. Globalement, la liberté ne s'éprouverait que quand on choque le bourgeois et quand on est immoral. Ça, voilà, c'est de l'héritage sadien, on le voit pour ou ne pas être sur la liste. Dans aucun cas, hein, ça peut se résumer qu'à ça, ça serait pas... Enfin, c'est pas juste ça qui va se poser. Mais il y a aussi ça se pose aussi dans un certain héritage de 68, il y a aussi ça. Les bonnes femmes en ont su quelque chose. C'est pas pour rien qu'elles MLF après 68 aussi. C'est parce que, entre ne pas se faire baiser et se faire baiser comme ça, il y avait peut-être d'autres choses à faire. Voilà. Peut-être de l'ordre du consensus, en dehors de l'objectification, enfin, voilà, des choses de cet ordre. Et je vais pas vous dire que toutes les meufs de 68 ont été violées ou quoi, ou se sont senties comme telles. Ça n'a aucun sens, c'est pas de ça. Enfin, voilà. Il s'agit pas en fait des personnes. Exactement, mais on peut pas le retirer ça complètement d'une histoire de l'amour libre et d'un amour libre qui n'a pas toujours été forcément consensuel. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça va donner en littérature. Et il y a quelque chose, moi j'avais pu écrire il y a quelques années sur mon compte Facebook, enfin sur mon profil Facebook, une chose à laquelle je crois, d'ailleurs peut-être même pas chez moi, j'y crois toujours, à savoir que Polanski c'est quand même quelqu'un qui est franchement dégueulasse. Et ça, je dirais pas autre chose. Je pense que quand on est condamné pour viol sur une fille de 13 ans, on est quelqu'un de dégueulasse, et quand c'est absolument avéré, et quand en plus on a d'autres accusations qui arrivent, c'est dégueulasse. Et est-ce que ça doit amener à voir ou pas voir les films? Ben moi j'ai pas envie de payer pour les voir en tout cas, ça c'est certain. Et là, il peut y avoir plusieurs éléments entre ne pas vouloir aller les voir les interdire c'est assez peu de monde, et refuser de payer pour par exemple. Je sais pas moi, les pirater ou prêter le DVD à un ami. Vous voyez ce genre de choses. Et il y a bien sûr des choses qui vont être très différentes, ou plein de degrés sur qu'il y ait des films en salle, mais pas honorer, donner des prix, des responsabilités honorifiques à la personne. C'est un peu tout ça qui va se jouer. Donc là, moi, bien par exemple, j'ai été assez choquée de voir à la librairie du musée d'Orsay hier, Maulepoix, tout à l'honneur. Voilà. Et ça, j'ai pu entendre que ça avait été le cas pour le printemps des poètes, dans tel BU, machin, etc. Ça me choque. Moi, je trouve normal que le bouquin soit toujours en librairie. Je ne trouve pas normal qu'il soit sur la table, qu'il le mette en avant. Voilà. Moi, c'est là où je pose ma limite. Je la mets ici. Ce qui se passe quand les féministes manifestent sur les César et Polanski, quand Adèle Haenel s'en va, etc., ça va vraiment être à ce niveau-là, voilà, avoir une rétrospective à la Cinémathèque, ça va vraiment pas de soi. Il n'y a pas d'obligation à avoir une rétrospective à la Cinémathèque, et ça n'est pas annuler les films, ça n'est pas les interdire. Voilà. Et critiquer un film, ce n'est pas l'interdire, etc. Donc toutes ces questions qu'on se pose pour le cinéma, et le cinéma pose d'autres questions, parce que ce sont des tournages réels, avec des personnes réelles, ça, tout ce qui se passe autour de Judith Godrèche le montre, tout ce qui se passe là, ça va se poser de façon extrêmement complexe aussi pour la littérature. Et là, moi, je me positionne entre deux feux. Et ça ne veut pas dire que c'est confortable. C'est-à-dire que je crois, évidemment, qu'il faut avoir une liberté de création totale. Et je crois qu'il y a un hiatus monumental entre l'œuvre d'art et la vie. Ah oui, ce que j'avais écrit sur mon profil Facebook, c'est que, voilà, je trouve que Polanski est dégueulasse, et je suis persuadée que l'on peut voir vraiment la filmographie de Polanski comme la filmographie de quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'est un viol. Et ça avait choqué. Et c'était pas parce qu'il y a des accusations que je pensais ça, c'est parce que j'ai vu les films en fait. Et je crois que quand on est quand on fait une adaptation du Tess de Berville, de Thomas Hardy, dans ce film qui s'appelle Tess, qui montre de façon aussi explicite qu'il y a un viol, alors que moi, quand j'étais en cours et que j'avais ça à l'agrégation en 2010-2011, on m'a dit explicitement, et de façon menaçante en cours, quand personne ne demandait rien, ce qui était déjà choquant, mais en plus on a été menacés. Et on nous a intimé, notre professeur de littérature comparée, de ne pas parler de viol parce que Tess dormait. Et que si elle dort, c'est pas le problème d'un viol. Alors je sais pas ce qu'il peut y avoir à défendre à partir de là, mais et que si on appelle ça un viol, où va-t-on? C'était ça. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le glissement de l'œuvre au monde, il était fait par le professeur.
Et moi, je crois que quand on regarde les films de Polanski, ou une bonne partie des films de Polanski, pas tous, mais quand même une bonne partie, on voit des films qui sont réalisés par quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'est un viol et qui l'explore. Rosemary's Baby, c'est pas un film de viol, Rosemary's Baby. Voilà. Et de possession, etc., etc. D'une autre manière, Le Locataire raconte aussi cette histoire. Alors, parce que la vie personnelle de Polanski, parce que ses traumatismes personnels, mais pourquoi pas aussi ce qu'il a fait. Enfin, vous voyez, pourquoi on garderait que certains éléments? Et moi, je veux dire, et ça n'est absolument pas excuser la vie, et ça n'est pas non plus refuser de voir les films. Et moi, je veux dire, je suis finalement dans une forme d'inconfort entre eux pour dire, voilà, est-ce qu'il faut tisser ce lien? Je ne pense pas, mais en tout cas, moi, quand je vois les films de Polanski, je ne peux pas en faire abstraction. Et ce n'est pas parce que c'est une question biographique, mais parce que quand je vois les films, je vois des films qui parlent de viol. Et ce qui est très étonnant avec Polanski, et que je n'avais pas précisé dans mon commentaire, c'était un commentaire, c'était pas un statut, c'est que là, il n'y a pas forcément de glorification du viol chez Polanski. Et c'est ça aussi qui est très étonnant. C'est que, et c'est ça à mon avis qui montre qu'il sait très bien ce qu'est un viol et que c'est pas du viol par accident. Mais c'est pas une preuve juridique, et clairement, ce qui se passe au tribunal ou dans les accusations qui peuvent passer notamment par des biais médiatiques, ce sont éventuellement des indices, mais pas des preuves pour les œuvres. Mais en tout cas, je pense qu'il est vraiment question d'aborder ce sujet, cette interrogation, cette perplexité complète de qu'est-ce qui se passe en termes de violence dans les œuvres. Et pourquoi on ne voit pas ce qu'on a pu voir. Enfin, pourquoi on voit maintenant exactement ce que l'on n'a pas vu avant dans des œuvres. Pourquoi? Et ça, je veux dire qu'on soit féministe ou pas, moi je me rappelle mon père, ou des fois je vois sur les réseaux, des commentaires comme « Ah, ça, vous allez voir, on peut pas le dire ». Alors des fois c'est des trucs complètement banals, et je me dis mais genre... what the fuck, quoi. Où est le problème? Mais il y a aussi voilà, cette sensation de quelque chose qui bouge et qui est signalé. Qu'on a des discours métatextuels sur ce qu'on peut dire ou pas dire, ou le disant, il va se passer quelque chose. Alors parfois, c'est parce qu'on va justement s'amuser à aller titiller, talonner, aiguillonner des féministes, parce que oh là là, c'est tellement drôle, une féministe qui s'énerve. Là, j'ai une amie qui s'amusait à me faire ça, alors c'était bien avant MeToo, mais qui m'invitait avec des misogynes, qu'elle savait misogyne, parce qu'elle trouvait ça super drôle que je m'en prenne plein la gueule et que je m'énerve. Bon, écoute, on se voit plus, hein. Il n'y a pas de surprise, hein. Voilà. Mais ça, voilà, ça, donc soit ce sont des explications et, qui arrivent, hein, voilà, même de la part de femmes ou de choses comme ça, mais c'est voilà. Pardon, j'ai envoyé un message parce que là on est sur de les... Voilà, hop, pardon. Donc voilà, ouais, et en tout cas ce qui m'étonne c'est pourquoi il y a autant de violence dans les œuvres, pourquoi je les voyais pas, pourquoi maintenant je les vois. Et en fait, même dans les discours de censure sont aussi des discours de réception, c'est-à-dire que quand le professeur de littérature disait « Non, non, là, il n'y a pas de viol », il voyait bien qu'il y avait quelque chose. Et il avait déjà décidé de le trancher. Alors, je vais vraiment insister sur ce point, qu'il n'y avait eu aucune querelle en classe. Et ça... Voilà, il n'y avait pas eu ce qui s'est appelé l'affaire Chénier ensuite, qui a eu lieu, qui est parti de l'ENS Lyon, ce genre de choses. Il n'y avait même pas eu de débat au niveau enfin, en vrai, ça nous est tombé dessus, et moi, j'ai gardé ça en moi en me disant, mais pourquoi il dit ça? Et parce que moi, je le voyais pas comme un viol, je me posais pas la question. Forcément, on me baisait pendant que je dormais, enfin, c'était compliqué, quoi. Je pouvais pas considérer que l'immense majorité des rapports que je pouvais avoir étaient des viols. Mais pourtant, c'est ce qui se passait, en fait. Voilà. Et d'autres étaient voulus et désirés. Mais dans ce contexte énorme, il se passe quoi, en fait? En vrai, il se passe quoi? Et quand on se dit bah, que cette objectification, elle est normale, c'est ça, en fait, qui se passe. C'est pas ce qui est dans mon texte. C'est-à-dire que là, moi, j'ai vraiment essayé de faire un texte pour dire, bon, cette question du rapport entre la vie des gens et ce qu'ils vont écrire, ce qu'ils ou elles vont écrire. Parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire d'homme. Et c'est pas ça qui m'intéresse.
c'est pas une question c'est pas une question pour moi, en tant que littéraire. Moi, je m'occupe des textes. Et j'ai une espèce d'éthique à ne vouloir étudier que les textes, même si, quand je vais chercher mes féministes, quand je vais chercher Renan, etc., bien sûr que l'auteur n'est pas mort. Voilà. Mais l'auteur est quand même mort au niveau de mon éthique personnelle, c'est-à-dire que je vais chercher ce que c'est Renan, mais pas pour dire que comme il le sait, c'est dans le texte. Au contraire, pour voir s'il y a des écarts ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de voir, d'identifier des sources et de montrer des absences, qui peuvent être des silences, voire des silenciations. Mais déjà, entre le silence et la silenciation, entre un oubli possible, voire une occultation, moi, je ne sais pas trancher. En tout cas, je sais poser des choses en même temps, et j'avais notamment montré comment, en fait, Renan, il avait des féministes autour de lui, il s'est intéressé à des mouvements féministes, il les a pas compris, mais en tout cas, c'est pas une ignorance. Ou c'est pas une ignorance de j'ai jamais su, c'est une ignorance qui va être plus ou moins volontaire. Ça ne veut pas dire qu'il en est le seul responsable, c'est-à-dire que c'est un fait d'époque. Ça nous montre aussi, par exemple, comment les Saint-Simoniennes, par exemple, puisqu'il en a connu, ne sont pas entendus. Voilà. Voilà, c'est cette complexité-là dont je veux parler. Moi, je me positionne vraiment du côté de l'analyse des textes très formelle, très formaliste, c'est-à-dire à partir de ce qu'il va y avoir écrit dans les textes. Et ça, c'est une... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse de texte, en gros. Comment c'est écrit, c'est-à-dire que c'est important de savoir tel ou tel élément. Est-ce qu'on a besoin de savoir que Valérie Solanas a subi ce qu'elle a subi? Moi-même, je ne peux pas m'en empêcher de le réévoquer à chaque fois que je parle du SCOM Manifesto. C'est étonnant, comme s'il y avait besoin de neutraliser ou d'expliquer le texte. Voilà. Donc je ne vous dis pas que je suis parfaite ce faisant, ou que c'est absolument ça qu'il faut faire, mais en tout cas, comment moi, en tant que scientifique, je pose des méthodes pour aborder des sujets extrêmement compliqués, et dont je sais qui sont compliqués pour moi aussi, mais où finalement, moi j'ai vu, où j'ai connu toute cette période, voire éprouvé, où je voyais pas les violences, je voyais pas le problème, et maintenant, eh bien en fait j'ai un autre sentiment d'évidence qui est, il y a un problème. Il y a quand même un problème qui va être dans l'omniprésence des violences, je ne vais pas dire masculines dans ce cas-là, mais ce sont souvent des violences masculines, sexistes et sexuelles. C'est-à-dire, en fait, à la représentation de la déshumanisation, de l'aliénation, de l'exploitation, de l'objectification des femmes. Et souvent aussi de leur sadisation. En littérature, des femmes et aussi souvent des enfants. Donc ça, c'est un peu le contexte de tout ce que j'ai voulu écrire pour dire bon, mais qu'il y a quelque chose qui est extrêmement complexe sur la littérature ces temps-ci, sur... Voilà. Moi, je ne sais pas encore répondre à cette question de qu'est-ce qui fait qu'on voit, etc. Mais en revanche, je commence à comprendre quels sont les facteurs qui font que l'on ne voit pas. Et dans ces facteurs, il y a notamment la glorification, l'esthétisation, l'atténuation, voire la silenciation des violences, mais en général, des points de vue globalement plutôt féminins, des voix féminines, de points de vue non masculins, et des espèces d'échelles de valeurs qui ne laissent pas de place aux femmes, globalement. C'est ça à peu près qui va se... Et ça, c'est une histoire qui... Enfin, ça, ce sont des éléments qui entrent dans une histoire qui est celle du Cercle des écrivains de Paul Bénichou, qui est par là-bas, Bénichou, je crois qu'il est derrière là. Ouais, j'ai l'édition Quarto Gallimard des années 2000. Ça vient en fait, de toute la construction de la littérature comme un champ séparé du monde, c'est-à-dire le passage des belles-lettres en littérature, mais ça n'a pas suffi. Ça vient d'un ensemble de facteurs, dont la construction d'un lyrisme qui va être tout personnel, mais globalement ce personnel il est masculin, etc. Donc ça, il y a des éléments de ça que je rappelle dans ce papier, j'essaie de le suivre un peu. Ça, c'est notamment dans la partie qui s'appelle « Que faire, la littérature et sa critique ». Que faire, évidemment, c'est un clin d'œil amusé, narquois, à Lénine, qui pour le coup a été plutôt efficace dans le faire, mais moi, je ne me sens pas l'âme d'une révolutionnaire. Donc c'est en ça qu'il est narquois, mais Lénine a aussi repris le titre d'un roman, que je n'ai pas lu, mais d'un roman révolutionnaire. La littérature, c'est possible. C'est possiblement politique. Ça ne veut pas dire que toute la littérature est politique, ça veut dire que plein de choses vont être juste là, et vont être des documents entérinant des discours sociaux déjà là, etc., plus ou moins représentés, mais certains textes vont conscientiser. Par exemple, entre autres, pas seulement les rapports sociaux. Moi, ce que j'étudie, c'est les rapports sociaux de genre. Et ça, voilà. Et là, je cite notamment Justine Hupp pour dire il y a quand même quelque chose qui se passe. Et dans une façon de penser le politique aujourd'hui, que tout est impuissant, mais qu'il y a une politique sexuelle des textes, et un jour, je parlais Kate Millett. Et ça se voit sur cette espèce de détachement
des œuvres qu'en fait, je ne vais pas tellement remettre en question, mais ce détachement, il a été jusqu'à atteindre, jusqu'à amener une espèce d'interdit, je vais peut-être dire de censure, ou en tout cas à édifier comme un tabou la désignation des violences comme violences. Et avec ce paradoxe incroyable, et là je glose des choses qui ne sont pas dans le texte, qu'on s'est retrouvé à avoir des gens qui voulaient glorifier la transgression, mais qui ne supportaient pas qu'on leur dise que c'était pas bien de transgresser. Ce qui est quand même très paradoxal, parce que si vous voulez transgresser, absolument, et vous tirez une gloire de cette transgression qui va faire de vous un esprit fort, qui va être comme quelque chose, un phénomène qualifiant, ça va vous singulariser, puisque vous êtes capable de cette transgression, d'être une figure de rupture. À ce niveau-là, pourquoi vous n'acceptez pas d'en payer le prix, en fait ? Et pourquoi la transgression, elle serait toute symbolique, avec des violences qui sont en fait pas si symboliques que ça, parce qu'elles accompagnent des violences qui sont réelles, parce qu'elles les reproduisent, qu'elles les entérinent, qu'elles en sont aussi un mode d'emploi. Et oui, elles en sont aussi un mode d'emploi. Alors ça, c'est ce que j'avais dit de façon vraiment désagréable dans un texte de blog qui avait été repris sur genre à écran qui s'appelait Woody Allen ou La fabrique du connard. Je ne mettrai plus le gros mot. Je crois pas que je retire tellement de choses à ce texte. Mais voilà, il y a tout ça là qui est en train de se passer que moi je comprends pas. Voilà, vraiment là, je ne comprends pas. Et en fait, bon, ce qui se passe, c'est que voilà, ce qui est en train de s'effondrer, mais très peu, c'est juste en train de s'écorner sur les bords, c'est une fabrique de l'impunité. J'ai oublié de le dire, j'ai appelé ce texte La tâche de la critique, évidemment en référence à Benjamin, interpréter les œuvres pour les deux moitiés du monde, évidemment en référence à Alice Zeniter, et parce que l'idée pour moi n'est pas de dire il faut forcément être féministe, ça va être comment on va éviter de ne pas voir ce qui est aussi gros que le nez au milieu de la figure, et ce qui me semble être une question évidemment existentielle, bien plus que politique ou militante. C'est une question qui est vraiment profonde et qui en plus montre un point aveugle, ahurissant au niveau scientifique. Comment on peut ne pas voir ce qui pourtant est partout ? Et ouais, je crois vraiment que c'est la tâche de la science que de débusquer et de faire circuler des évidences fausses et des évidences prouvées et démontrées. Et donc là, en fait, il y a une évidence absolue qui n'est pas dite, qui pourtant est démontrée, qui est les violences sexistes et sexuelles sont une pandémie et touchent de façon extrêmement massive essentiellement les femmes et les enfants, mais pas uniquement. Et dans le même temps, ces violences sont racontées, sont représentées, sont glorifiées en littérature, ou, etc., etc. Mais on n'a pas le droit de le dire. Et on n'a pas le droit de le dire dans la vie. Alors, voilà, tout en gardant toujours ce hiatus de en littérature, on va représenter, et on ne va pas être dans quelque chose qui va être fidèle. Il va y avoir énormément d'échappées, la littérature, c'est un lieu d'invention. Pourquoi ce truc-là ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, vraiment, c'est une question que je pose. Comment on fait pour voir différemment ? Je pense qu'une des façons, donc évidemment, c'est de connaître les mécaniques d'occultation et de silenciation des femmes. Clairement des femmes, encore des enfants. Et puis les femmes, c'est pas fini. Et bien sûr, plus largement, des violences. Ça va vraiment être très important. Mais plus largement, il va y avoir un point extrêmement important qui est de l'ordre de la visibilité, de la visibilisation des femmes, c'est-à-dire la constitution de corpus. Et d'aller chercher les femmes qui ont écrit, par exemple, partout où elles sont. Et ça, sont des choses qui se font, déjà, et qui passent notamment par la numérisation très massive des textes et ça permet de revaloriser de réestimer exactement, de quantifier les femmes qui ont été occultées. Et d'en découvrir certaines. Après, plein d'autres seront nulles. Je veux dire, c'est pas parce que, par exemple, un texte est écrit par une femme qu'il est bien. Mais, en tout cas, on fait comme s'il n'y avait pas eu de femme qui avait écrit, et c'est pas vrai.
Oui, c'est là où ça... Voilà. Donc, voilà. Et avec une réestimation aussi des genres, par exemple le roman sentimental de ces femmes, c'est Margaret Cohen, je crois, qui a fait une étude là-dessus, que je n'ai pas lu, hein, mais c'est extrêmement passionnant. Et aussi donc des genres, mais aussi de cette question absolument voilà, essentielle des supports médiatiques. C'est-à-dire que déjà, l'accès en volume est compliqué. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important à faire sur les quantifications, les visibilisations, et pas que des grandes femmes, et de façon très large. Donc ça, quelqu'un comme Martine Reid, en dirigeant Femmes et littérature, je sais plus où il est, quelque part par là, en 2 tomes, en folio, a permis de cette visibilisation, mais ce sont des choses qu'il faut encore largement commencer. Et au niveau des textes, il y a quelque chose à aller chercher. Pourquoi dans un texte, alors que normalement les femmes sont la moitié du monde, et qu'il y a des enfants, et qu'il y a en plus des enfants partout dans la littérature, enfin dans le monde, dans un monde d'avant la pilule, il y avait des enfants partout. Voilà. Ils mourraient pas tous, hein. Pourquoi on les voit jamais? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans les hors-cadres? Et donc en fait, ça c'est pas pour spéculer, ça c'est pour chercher, voir qu'il y a un cadre qu'on n'avait pas forcément vu. Et que alors qu'on avait une espèce d'empathie un peu immédiate, moi aussi, évidemment, vers, par exemple, le personnage masculin, le narrateur masculin, etc., quelque chose se défait, et ça va permettre, par exemple, de retrouver une distance, par exemple, dans l'axiologie, c'est-à-dire dans les systèmes de valeurs qui sont portés par les textes. Ils ne sont pas forcément si valorisants que ça. Bien sûr que les rôles sociaux, ils sont pas forcément... ils sont pas des reflets. Et ils sont pas des reflets de ce que pense l'auteur. Lolita de Nabokov, Anna Partout avec le Ronsin le Mat. Voilà, ça c'est des exemples que je cite qui me paraissent extrêmement importants. J'avais une partie ensuite qui s'appelle que tout document de culture peut être un document de barbarie. Ça c'est une phrase que j'avais commencé, c'est une phrase de Benjamin évidemment. Tout document de culture est un document de barbarie, c'est dans les thèses sur le concept d'histoire. Et en fait, j'ai entendu Anne-Françoise Benamou à l'espèce de demi-journée d'études commémoratives pour Cécile, la citer, elle, en appelant à documenter les violences consignées dans les œuvres. J'étais un peu étonnée d'ailleurs qu'elle ne cite pas Jennifer Tamas pour Au nom des femmes, libérer nos œuvres du regard masculin, parce que donc, Jennifer, elle va chercher vraiment les résistances des femmes à des violences masculines, que ça réussisse ou pas. Elle cherche les actions, l'agentivité des femmes dans des classiques, par exemple Andromaque, qui était justement cité par Anne-Françoise Benamou. Là, la proposition forte à partir de cette phrase, c'était de considérer que les textes peuvent consigner des violences. Moi, c'est une proposition avec laquelle par rapport à laquelle j'éprouve un certain malaise, c'est-à-dire, et je suis sûre que Madame Benamou, que je connais pas, hein, que j'ai juste entendu là, et j'ai trouvé ça très très bien, et probablement d'accord avec moi, mais c'est même pas la question, à savoir que bien sûr que Andromaque n'est pas le reflet de la vie de Racine, par exemple. Voilà. Et en tout cas, moi, ce que j'ai vraiment entendu, mais voilà, je préfère vraiment toujours garder ce cadre, parce que si on n'est pas scientifique, si on n'est pas éthique, on n'y arrivera pas, sur... il faut apprendre à les voir, mais il ne va pas falloir seulement consigner, il va falloir regarder comment c'est représenté, et se dire aussi que ces violences représentées ne sont pas forcément les violences réelles. C'est-à-dire que il peut y avoir plus de violences représentées que de violences réelles. Ça peut être l'inverse. Voilà, je sais pas. Donc ça, cette question du rapport entre les deux, bah évidemment, ça se résout pas toute seule dans son coin, doigt mouillé puis il faut mettre. Hein. C'est pas possible. Ça, c'est des études massives, et on va clairement, par exemple en ces régimes ou quoi, je vois absolument pas comment on pourrait faire de la statistique ou mesurer quoi que ce soit sur ces questions-là. Et je sais même pas comment on peut le faire aujourd'hui, en fait, par exemple. Puisqu'on sait d'autant plus que le taux de condamnation, par exemple, ou même le taux de plainte ne correspond pas au taux de violence réelle. Voilà, ça on le sait. Une femme sur 10 dépose plainte pour viol, par rapport à un viol sur 10 estimé, et une seule plainte sur, c'est déjà une sur 10, va amener à un procès et à une condamnation. Il y a plus de procès, mais voilà. Donc, voilà. Par exemple, les annales judiciaires, même actuelles, ne permettent pas de mesurer. Donc comment mesurer avant les enquêtes, etc. Mais on pourrait imaginer un groupe de recherche littéraire qui prendrait, par exemple, les 10 dernières années, côté juridique, côté médiatique, côté littéraire, et qui dépouillerait
hein, pour voir, et puis faire des comparaisons, est-ce qu'il y a des corrélations, etc. Ça serait passionnant. Ça serait passionnant. Et comment on en parle. Voilà. C'est ce genre de choses hein, qu'on peut faire, par exemple. Voilà. Moi, cette phrase de tout document de culture peut être un document de barbarie, elle m'est vraiment venue quand j'ai pensé au consentement, repensé au consentement de Springora. J'avais fait une vidéo sur le consentement, et je pense que je reviendrai parce que ça nous parle aussi de certains usages de la littérature, du littéraire, et de la façon dont la littérature peut vraiment être mise en scène comme un piège. Et ce que montre le consentement est à ce niveau-là absolument explicite, même assez démonstratif, à savoir que la littérature est vraiment un piège tendu à Vanessa par Matzneff, non nommé, et qui va évidemment en faire une prose sexuelle en même temps qu'un objet littéraire. C'est ça que ça raconte le consentement. Et avec cette question de où y a-t-il consentement à ce niveau-là, bon voilà, ça c'est... On va dire que c'est une question un peu plus large, mais la question du consentement, on le voit, elle n'est pas uniquement sexuelle, elle est aussi littéraire, sur le fait d'être transformé en personnage littéraire. Enfin, j'espère qu'on l'a vu, parce que c'est aussi ça qui est très important, et que l'on voit en regard, en réciproque, de façon très différente, et avec bien sûr des points communs, chez Christine Angot, entre autres. Donc on a quelque chose qui est, moi j'ai écrit là, ces usages du littéraire manifestent une prédation sans être nécessairement un mésusage. Et je veux dire, quand on lit les poèmes de Ronsard sur qui appelle Hélène à des rapports sexuels parce que il va faire des poèmes et qu'après elle va être vieille, mais elle pourra dire ah là là quand j'étais jeune Ronsard me chantait. Enfin, je suis aussi de très mauvaise mémoire. Là, vous avez bien un exemple d'usage littéraire qui est un usage de prédation coercitif, d'insistance. C'est quoi ça si c'est pas juste des degrés de violence, en fait? En tout cas, cet usage littéraire, il est représenté dans le poème lui-même. Et ça, je trouve ça incroyable. Parce qu'il n'y a rien de caché, tout est sous nos yeux. C'est un escape game, en fait. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une destruction hein, chez Springora, hein, qui vraiment descend complètement le piège de Matzneff et entend un autre avec d'autres références culturelles. Donc là, en fait, moi, ça, c'est un article que j'ai écrit 4 ou 5 fois. Et là, j'ai fait de gros développements sur Springora ailleurs et qui finiront quelque part un jour. Mais ce qui va se passer, en fait, quand on va passer de Matzneff à Springora, c'est qu'on va avoir la même histoire avec une redistribution des rôles, les détails concrets, moins de lyrisme, etc. C'est une histoire de bleu. Et là, moi, je crois que vraiment, on a une éthique à avoir en tant que critique, en tant que scientifique, qui est essentielle. Et je ne pense pas qu'elle soit vitale, mais je me pose la question par moment. Sur quel rôle nous jouons quand nous participons à silencier aussi. C'est-à-dire que quand, au moment de l'affaire Chénier, on ne dit pas qu'il y a un viol dans le texte, est-ce qu'on n'est pas en train de dire à beaucoup de gens que ce genre de comportement-là, c'est acceptable et que ce ne sont pas des viols, alors que dans la vie réelle, aujourd'hui, et je pense déjà à l'époque, mais ce sont des viols. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Et là, elle est vraiment là, l'éthique enseignante, l'éthique scientifique. Elle va être sur... Le texte ne représente pas la société, mais nous, quand nous le lisons, on n'est pas non plus des ovnis ou des éons. On est là. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est évidemment analyser la grammaire, la construction de la narration, plein de choses de cet ordre-là dans un texte, mais il nous reste aussi, et pour ça il faut vraiment aller vers énormément de pluridisciplinarité, faire aussi attention à qui on cite, plein de choses comme ça, mais il faut être capable d'appeler un chat, une violence, et un viol. Et ça, pour le moment, on le fait pas. C'est ça que j'essaie de dire. Je sais pas si j'ai pas été trop prudente dans ce texte. J'ai pas dit que c'était facile. Mais ça me paraît extrêmement important parce que ce n'est pas une question féministe.
c'est une question sociale et c'est une question scientifique. Et ça nous dit aussi des choses sur où est-ce qu'on se positionne en tant que personne qui lit des textes, qui commente des textes, et que personne qui écrit. Et bien sûr, qui va enseigner et écrire sur la littérature. Et là, moi, voilà, je veux dire, le chantier a commencé, c'est clairement pas fini, et je vais le redire, c'est vraiment, vraiment pas facile comme question. C'est très important. Je vous dis à bientôt.